Bonjour. Bienvenue pour ces nouvelles rencontres. Voilà, pour un tour de France. Aujourd'hui, on va parler ensemble des musées du nord de la France. En particulier, je vais vous parler du musée, enfin, du Palais des Beaux-Arts des Beaux-Arts de Lille. Donc, en fait, on commence une série de présentations autour des grands musées des grands musées de province. Le musée des Beaux-Arts de Lille. Alors, on commence par le musée des Beaux-Arts des Beaux-Arts de Lille, qui est considéré comme voilà, un des 10 premiers, un des 10 plus grands musées de province en France. On verra, on passera aussi rapidement pour découvrir l'architecture de la piscine de Roubaix, et on terminera ensemble au Louvre de Lens. Donc en fait, le musée des Beaux-Arts de Lille est un musée qui a été construit au XIXe siècle, mais qui est un résultat en fait de l'évolution des collections pendant la période révolutionnaire. Donc le bâtiment lui-même du Palais des Beaux-Arts, c'est celui-là. Donc il est placé place de la République face à la préfecture. C'est un bâtiment qui a été aménagé au XIXe siècle. Le concours a été lancé par le maire Legrand dans les années 1880. Le concours lui-même a été clos en 1884, et ce sont deux architectes parisiens, Bérard et Delmas, qui ont remporté ce concours. Mais l'histoire en fait du musée a démarré beaucoup plus tôt. C'est un bâtiment qui hérite en fait d'une collection plus ancienne, qui a été établie, qui a commencé à être réunie à l'extrême fin du XVIIIe siècle. En fait, avec la création du salon à Lille et de l'académie. Là, on est juste avant la Révolution, en 1784, pardon. Donc, juste avant la Révolution, une académie d'art s'est créée à Lille, et qui a donc commencé à réunir des œuvres. Bien évidemment, avec la période révolutionnaire, cette collection a été multipliée littéralement pour en fait être logée à l'intérieur du bâtiment du couvent des Récollets. Ça, c'est jusqu'en 1850, au moment où le bâtiment a été détruit. La collection est ensuite passée à la mairie de Lille, et donc dans les années 1880, on a jugé qu'il devenait nécessaire de construire véritablement un bâtiment, tout simplement parce que la collection était en train de grandir très rapidement. Pour vous donner une idée, en 1841, la collection réunit à peine 200 œuvres. En 1875, la collection en réunit 715. Donc c'est une collection qui est en train de grandir à une vitesse impressionnante, et donc le bâtiment de la mairie n'est plus du tout adapté à accueillir cette collection. Donc on va construire, les architectes donc Bérard et Delmas construisent ce bâtiment d'un pur style belle époque. Vous voyez ça, avec deux grands pavillons de part et d'autre, un grand rythme de fenêtres dans la partie centrale, et toute une série de galeries à l'intérieur pour recevoir les collections. La construction même du bâtiment intervient entre 1885 et 1892. Voilà la cour intérieure du musée. En 1892, en fait, on n'a pas terminé le bâtiment, son financement pose problème. Donc, vous avez vu la façade avant de l'immeuble, on a deux grandes ailes latérales, et la façade arrière, le bâtiment arrière n'a jamais été construit. Donc, la cour intérieure était à l'époque bien évidemment ouverte. Elle n'a été couverte que dans les années 30. La collection se déploie donc à l'intérieur du bâtiment, dans une série de galeries qui entourent cette cour intérieure. Assez intéressant pour nous, l'architecture de ces premiers musées. Et je le souligne pour le musée de Lille, c'est un bâtiment qui a destination d'être un musée dès l'origine, ce qui est intéressant pour l'histoire des musées de France, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Vous le savez, le premier, le plus célèbre d'entre eux, le musée du Louvre, n'est pas du tout un musée à l'origine, c'est un palais. Pareil pour Lyon, c'est un couvent, la même chose à Toulouse, alors qu'à Lille, le bâtiment a
toujours été destiné à accueillir, cette collection et ce musée. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, le musée de Lille est propriétaire de 72 000 œuvres. Alors, bien évidemment, elles ne sont pas toutes présentées, et parmi ces 72 000 œuvres, il y a toute une série de dessins qui comptent pour une unité par feuille, et de numismatique, là aussi, qui fait croître considérablement le nombre de pièces, même si la collection est importante. Il y a presque 2000 œuvres qui sont présentées à l'intérieur du musée, dont 500 peintures. Donc voilà le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Vous le savez peut-être, ou vous vous en rappelez peut-être, le bâtiment a fait l'objet d'une grande restauration à partir de la fin des années 80. On lance le projet de réhabiliter ce musée pour lui donner une nouvelle silhouette, une nouvelle ligne, et y accueillir les fameux plans reliefs. Alors j'avance un petit peu, je vous la montre parce que j'aime beaucoup cet endroit. Dans la rotonde de gauche, par rapport à la façade, on a un très très bel escalier, très 19e, avec toute une série de décors. Donc il grimpe vers le premier étage. Le rez-de-chaussée est consacré aux expositions temporaires et aux sculptures, et le premier étage aux collections de peinture. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a presque 500 peintures qui sont présentées. Donc, je vous disais ça il y a quelques instants. Un concours a été lancé à la fin des années 1980 pour étendre le musée à l'arrière. Donc, l'arrière du bâtiment n'a jamais été complètement fini, et donc on en a profité. Le concours a été lancé. Donc voilà, on a fait 6 ans de travaux entre 1991 et 1997. Ce sont les architectes Ibos et Vittard qui ont pris en charge la construction de cette aile, voilà, l'aile vitrée qui se trouve à l'arrière du musée des Beaux-Arts, et dans laquelle ont été déployés tous les bureaux de l'administration du musée, une partie de la bibliothèque et les salles de conservation du fonds de dessin du musée des Beaux-Arts de Lille. Et donc voilà, je vous montre une des galeries du rez-de-chaussée du musée, qui accueille donc les collections de sculptures. Pour vous donner une idée de ce qu'est la collection du musée des Beaux-Arts de Lille, on a 7 départements, depuis l'archéologie jusqu'à la sculpture du 19e siècle. Le musée accueille, entre autres, c'est l'image que vous avez devant vous, une fonte de la grande ombre de Rodin. C'est une des 3 figures des ombres qui auraient dû se trouver au sommet de la porte des Enfers. La figure la plus célèbre de la porte des Enfers. La porte des Enfers a été commandée dans les années 1880. Elle n'a jamais été réalisée, mais elle a servi véritablement au déploiement de l'iconographie de Rodin. Le personnage le plus célèbre de cette porte, c'est le penseur. Et donc, au sommet de la composition, on avait ces 3 âmes. C'est véritablement l'âme des damnés, avec cette entrée aux enfers. Vous en avez une ici. En réalité, elles sont 3 tournées les unes autour des autres pour montrer la descente vers les enfers. Vous voyez cette figure avec la tête littéralement écrasée, penchée sur le côté, pas du tout de façon naturaliste, mais plutôt de façon expressive. C'est véritablement caractéristique de l'œuvre de Rodin. Donc le musée est en fait né avec la période révolutionnaire, et spécifiquement le décret de création de ce musée, même si ce n'est pas à l'intérieur de ce bâtiment, est lié au décret Chaptal, qui prévoit de déployer vers les départements des provinces de France une partie des collections qui ont été réunies au Muséum central, notre actuel musée du Louvre. Donc Chaptal a prévu de déposer dans des musées de province des œuvres qui ont été saisies pendant la période révolutionnaire. On a une quinzaine de musées qui sont créés à cette occasion, dont le musée de Lille. Le musée va bénéficier aussi des saisies révolutionnaires de la région des Flandres, et particulièrement des grands couvents de la ville de Lille elle-même. Entre autres,
les saisies qui ont été faites à l'intérieur du bâtiment des Récollets, où le musée va être installé en tout début de son histoire. Il est installé à la période révolutionnaire en 1793 à l'intérieur du bâtiment des Récollets. Donc il va bénéficier, avec la loi Chaptal, du dépôt de 46 œuvres des collections nationales pour enrichir sa collection. Alors, on va grimper. Pardon, non, on va descendre. Bien évidemment, voilà, l'aménagement du musée dans les années 90, c'est fait autour d'une polémique sur le dépôt des plans reliefs dans les collections du musée des Beaux-Arts de Lille. Alors vous savez ça, il y a eu toute une polémique à savoir s'il fallait sortir les collections du musée des Invalides, où elles sont en dépôt pour la plupart, et donc, voilà, s'il fallait véritablement sortir de cette collection les villes du Nord. Au final, ça s'est fait comme ça. Donc, le musée des Beaux-Arts de Lille est aujourd'hui dépositaire d'une partie de ces villes du Nord. Donc, Lille, Maastricht, mince, il me manque Calais, sont déposés au musée. Il y a 6 villes de France qui sont déposées, qui sont toutes des villes du Nord, et 7 villes de Belgique qui sont déposées dans les collections du musée. Donc, celle que vous voyez ici, c'est le plan relief de Lille. C'est malheureusement un plan relief qui est dans un état, qui a dû être restauré parce que dans un état absolument catastrophique. Il est une bonne illustration de l'histoire des plans reliefs. Il est le 3e plan relief commandé par les rois pour illustrer, pour montrer aux princes ce que sont ces villes prises par les rois de France. Donc bien évidemment, spécifiquement pour celle de Lille que vous avez ici, elle a été commandée donc en 1740-1743. C'est donc une maquette qui est du règne de Louis XV. La ville de Lille avait été rattachée à la couronne de France sous le règne de Louis XIV. Là, on fait une maquette pour montrer au roi toute la structure des défenses de la ville de Lille. La maquette telle qu'elle est, le plan relief tel que vous le voyez aujourd'hui, n'est qu'un tout petit bout de ce qu'était ce plan à l'origine. La collection des plans reliefs est totalement stratégique, puisqu'elle représente les grandes villes et les grandes défenses du royaume de France, là spécifiquement pour celles qui nous intéressent au nord de la France. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Maastricht, Tournai sont représentés parmi ces collections, donc y compris des villes au nord des Flandres. Et donc, c'est une collection qui a été stratégique et malheureusement, le plan relief de Lille a été volé en 1815 par les armées allemandes. Elle a été emmenée à Berlin, cette maquette, et elle n'a été récupérée par la France qu'après la Seconde Guerre mondiale dans un état absolument catastrophique. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, elle fait 4 mètres par 4,50 mètres, donc elle couvre à peu près un peu plus de 18 mètres carrés, c'est-à-dire qu'on a perdu à peu près les 2/3 de ce qu'elle représentait à l'époque. Vous le voyez en fait, si vous faites attention en bas de ma photographie, on voit que toutes les défenses ne sont pas représentées. Or, les plans reliefs étaient destinés à montrer au roi toutes les défenses d'une ville. L'échelle du plan relief est liée à cette situation. Ils sont magnifiques, les plans reliefs. Ce sont des structures de bois avec un flocage de soie. Ils ont été restaurés là, il y a quelques années. Ils viennent d'être réintégrés à l'intérieur du musée. Ils sont au sous-sol, sous l'atrium du musée. Il y a un petit dernier détail sur le plan de Lille. Vous voyez, en fait, on voit des bâtiments en gris. Ce sont des bâtiments qui sont en plomb brossés, qui n'appartiennent pas au plan d'origine. Ce sont les maniements majeurs de la ville de Lille, et ces parties du plan relief ont disparu dans la tourmente de la saisie allemande et ensuite de la récupération de ces maquettes. Alors, spécifiquement de 7 maquettes, puisque les quelques autres plans reliefs qui se trouvaient à l'arsenal de Berlin ont pour la plupart été détruites pendant les bombardements.
Ça vaut la peine d'aller au musée de Lille, rien que pour voir ces étonnants reliefs des villes, pour voilà, voir ce qu'était la ville de Lille au XVIIIe siècle. C'est absolument passionnant, bien évidemment, d'un point de vue d'histoire militaire et d'histoire de l'urbanisme. Et en même temps, ça vous donne l'illusion d'être un oiseau en train de planer au-dessus des villes de France. L'échelle des maquettes était déterminée par la portée de tir des canons. Donc en fait, les maquettes du XVIIIe siècle sont plus grandes que celles qui avaient été aménagées, construites, établies pour Louis XIV. À un moment, elles se sont trouvées en fait dans la galerie du bord de l'eau, notre grande galerie au musée du Louvre, puis ensuite c'était placé vers les Invalides. Donc aujourd'hui, elles sont aux Invalides. Le porté de cette histoire, cette idée que les maquettes sont représentées par rapport à un tir, une portée de tir, fait que en fait les dernières grandes maquettes ont été faites sous le règne de Napoléon III. C'est celle de Brest et de Strasbourg, qui couvrent plus d'une centaine de mètres carrés à elle toute seule. Pour vous donner une idée de l'échelle, la maquette de Lille est plutôt 1/600e. Donc voilà, quand une maquette fait plusieurs centaines de mètres carrés, c'est parce que tout simplement, voilà, la maquette est absolument immense. Donc c'est intéressant qu'elle soit présentée à Lille parce qu'on n'a pas la capacité aux Invalides de les présenter toutes. On a presque une centaine de plans reliefs. Et donc le musée de Lille est dépositaire d'une dizaine d'entre elles, malgré la polémique autour de savoir s'il fallait disperser cette collection ou pas. Toujours est-il que voilà, c'est une occasion de découvrir ces collections qui sont absolument extraordinaires. Alors on grimpe dans les étages, cette fois-ci on grimpe bien. On va parcourir pendant quelques minutes les collections du musée des Beaux-Arts. Je commence avec une œuvre du Gréco, c'est volontaire. Il y a quelques mois, on avait une très belle exposition au Grand Palais à Paris des œuvres du Gréco. Donc celle-ci est un Christ au Jardin des Oliviers qui date de la fin de la carrière du Gréco à Tolède. Ça se voit par le style même de l'œuvre, avec ces figures brossées très rapidement. Donc les 3 saints qui accompagnent le Christ au Jardin des Oliviers sont au premier plan. Ce sont donc Jean, Jacques et Pierre, qui sont notre entrée à l'intérieur du tableau. Cette composition-là appartient, il y a 7 versions différentes du Jardin des Oliviers dans l'œuvre du Gréco. Celle-ci est une composition verticale, alors qu'on en connaît d'autres avec des compositions horizontales. Donc celle-ci est verticale, avec, vous voyez, une séparation nette à l'intérieur du tableau, tout un registre bas qui est celui des mortels, celui des apôtres, le nôtre, par lequel on rentre à l'intérieur du tableau, puis une scansion au centre de l'œuvre qui sépare les saints du Christ lui-même, agenouillé devant l'ange. Voilà, vous le devinez puisque vous le voyez peut-être sur cette image, mais l'ange tient un ciboire à la main, donc qui est le symbole dans cette représentation de l'acceptation du sacrifice par le Christ, et bien évidemment image de l'Eucharistie avec le calice. Donc la représentation du sang du Christ, c'est très important pour nous, ce type de représentation, parce que bien évidemment, le Gréco fait partie des peintres qui travaillent pendant la période qui suit le Concile de Trente, donc la contre-réforme, dans laquelle, bien évidemment, l'Église de Rome se dresse contre l'avancée du protestantisme dans les États du nord de l'Europe. Donc, la représentation du Christ et des saints est une affirmation de cette volonté de la contre-réforme. Alors, il faudra aller au musée des Beaux-Arts de Lille, parce que vous devinez puisque vous le voyez, mais à droite du Christ, on voit s'approcher les soldats qui viennent arrêter le Christ au mont des Oliviers. C'est une œuvre superbe du Gréco. Vous voyez avec cette image très dramatisée, très théâtrale, avec la lune qui apparaît dans ce ciel, voilà, mystérieux du Gréco au sommet de la composition. Un rythme de couleurs bleu, jaune et rouge qui sont des rappels à l'intérieur du tableau, entre la tenue des apôtres, la tenue de l'ange et bien évidemment les couleurs du Christ rouge et bleu de la passion et du céleste.
La collection du musée de Lille est bien évidemment très très largement nourrie des collections flamandes. Donc je vous le montre, c'est un Prométhée de Rubens ou de l'atelier de Rubens. L'original de ce tableau est à Philadelphie, aux États-Unis. Donc, le musée des Beaux-Arts de Lille, le Palais des Beaux-Arts de Lille, en possède une seconde version, peut-être d'un élève de Rubens, et c'est une œuvre absolument magistrale du maître qui représente donc le titan enchaîné et l'aigle de Zeus qui vient lui dévorer le foie. Vous connaissez cette punition, hein. Prométhée, le frère d'Épiméthée, c'est un des titans. Il a donc désobéi à Zeus et aux dieux en donnant le feu à l'homme. C'est la torche que vous voyez en bas à gauche de la composition. Pour avoir donné le feu, la technologie, le savoir à l'homme, Prométhée est enchaîné au mont Caucase et donc son foie est dévoré par l'aigle tous les jours. C'est donc une image très dramatique d'un mythe antique qui est représenté là et qui a permis aux peintres de travailler sur une grande ligne diagonale à l'intérieur de la composition pour jouer de la représentation de la chute et du mouvement. Vous voyez avec ces grandes ailes déployées de l'aigle, qui est une magnifique étude de la représentation animale dans l'œuvre du grand maître, du grand représentant de la peinture baroque. Alors, bien évidemment, si on doit parler de Rubens, on doit absolument parler de cette descente de croix. C'est une œuvre qui a été peinte pour la chapelle des Capucins à Lille. Donc, vous connaissez probablement déjà la descente de croix du retable d'Anvers. C'est une autre version postérieure à celle d'Anvers et qui est aussi extrêmement spectaculaire. En allant au musée de Lille, vous verrez ça, enfin quand on ira, vous verrez, on voit très très clairement, c'est une œuvre de retable, c'est bien évidemment pour le maître-autel des Capucins, donc c'est une œuvre immense, et vous êtes, nous sommes spectateurs au pied de la composition en complète contre-plongée de cette représentation, non pas de la crucifixion, mais bel et bien de la descente de croix. Ce qui est extrêmement intéressant, là encore une fois, d'un point de vue d'iconographie, on est dans la période baroque, donc avec un aspect très dramatisé de cet épisode qui représente la part humaine, la chair du Christ, de l'incarnation de Dieu, descendu depuis la croix. Donc, on a tout un mouvement, vraiment une ligne très très particulière à l'intérieur de ce tableau. Vous voyez avec l'arc du corps abandonné du Christ, ce qui permet de rapprocher le visage de la Vierge de celui du Christ. Une magnifique Marie-Madeleine au premier plan qui a permis au peintre véritablement de déployer tout son talent dans la représentation des textiles. Saint Jean dans l'axe de la croix, et ensuite vous voyez tout un jeu de visages et de lignes des mains à l'intérieur de cette composition. Regardez, on a la vieille femme complètement à gauche, derrière la Vierge, avec les mains tendues dans un mouvement qui est suivi par les mains de la Vierge qui attrape le bras du Christ. On prolonge la composition avec le bras du Christ, l'autre bras du Christ, celui qui va vers le haut de la composition, repris par le personnage au sommet de la composition. Donc en fait, on a un grand mouvement, deux grandes lignes qui se croisent à l'intérieur de ce tableau, avec comme centre, bien évidemment, la figure du Christ elle-même, éclairée dans cette lumière dramatique, alors que la partie haute du tableau reste dans l'ombre. C'est une œuvre magistrale de Rubens. Vrai, je suis d'accord avec vous, une composition qui force à l'admiration. On peut ne pas aimer Rubens, je comprends bien qu'on puisse ne pas aimer Rubens, mais là, il y a vraiment tout l'aspect très, très fort de la peinture religieuse baroque des Flandres, donc encore une fois, en opposition avec le développement du protestantisme dans les Provinces-Unies, nos actuels Pays-Bas. Dans la même veine, dans la même école et dans le même atelier, c'est un des acolytes de Rubens, et acolyte plus qu'élève pour Jordaens, un peintre d'un talent incroyable. Vous voyez ici la tentation de Madeleine,
pur tableau de contre-réforme, encore une fois, qui fait appel à la figure de Madeleine, donc la repentance, la pécheresse qui abandonne la fortune et le péché à la faveur de Dieu, donc avec le personnage de l'ange complètement à gauche, qui se rapproche du personnage de Madeleine. Elle est bien évidemment, tout le tableau représente la vanité, donc elle tient dans les mains un crâne qui représente l'image de la mort et le côté limité, fini de la vie humaine, et cette idée de renoncer véritablement au plaisir à la faveur de l'immortalité de l'âme, toute la représentation du péché étant à droite de la composition. Un petit rappel, notre œil occidental a tendance à lire quasiment en automatique de la gauche vers la droite comme une page d'écriture. Donc vous rentrez par la figure de l'ange avec ses ailes déployées, l'axe du tableau est tenu par Madeleine et votre œil termine par les deux figures qui représentent la tentation. Donc on a les bijoux qui représentent voilà, la fortune et la luxure, et l'envie avec le serpent au-dessus, qui peut représenter aussi le mensonge. C'est une très très belle composition, avec toutes ces figures très à la fois étonnantes. Regardez le visage de cette tentatrice avec ses bijoux, qui est un visage très familier, un visage très commun, en contraste avec l'idéalisation, bien évidemment, de la figure de Madeleine au centre de la composition. Madeleine est toujours aussi l'objet de représentation de la sensualité. Elle est aussi ce personnage, et avec des textiles qui sont, là encore une fois, une très très belle illustration du travail de l'ombre et de la lumière chez les peintres baroques. Vous vous rappelez, je vous ai dit, le début de l'histoire du musée de Lille est lié au bâtiment des Récollets. Voilà l'œuvre peinte par Van Dyck pour le bâtiment des Récollets. C'est donc pour le retable des Récollets qu'a été peinte cette crucifixion, ce Christ en croix. On reconnaît encore une fois l'atelier de Rubens à l'intérieur de cette peinture. Le tableau a été peint par Van Dyck juste après son retour d'Italie. Si vous faites attention au costume de Marie-Madeleine au premier plan de la composition, le lien à l'école vénitienne peut se repérer à l'intérieur de cette composition par le travail de la lumière sur le textile de la tenue de Marie-Madeleine. Vous êtes à un moment très très précis des textes saints. C'est le moment de la mort du Christ. Vous le voyez avec le soleil dans la partie haute de la composition qui est en train de se voiler. Donc spécifiquement, véritablement, le moment où le Christ meurt, avec un effet très très intéressant à l'intérieur de ce tableau, là encore une fois, assez caractéristique du travail des baroques, en décentrant complètement la figure du Christ sur la gauche de la composition. Vous avez toute une série de lignes qui partent Vierge et Saint-Jean pour monter vers le visage du Christ, puis votre œil glisse vers le soleil et donc détecte que vous êtes dans ce moment précis de la mort du Christ, le moment où le soleil disparaît sous la forme d'une éclipse. Alors, un gros contraste là. On est passé des baroques flamands à une œuvre que je voulais absolument vous montrer. C'est le Bélisaire de Jacques-Louis David. Alors, vous allez me demander pourquoi cette œuvre-là. Tout simplement, c'est une œuvre qui historiquement est très très importante dans l'histoire de Jacques-Louis David, le maître du néoclassicisme en France. Ce tableau, précisément, a été présenté au Salon en 1781 comme morceau de réception du peintre à l'Académie. Donc en fait, ce tableau a été pour partie imaginé et réalisé en Italie et ramené en France pour servir d'entrée, de gage de l'entrée du peintre à l'Académie à Paris. Vous le savez peut-être, David a eu une relation très très compliquée avec l'Académie. Il sera plus tard un des membres, un député du régime révolutionnaire, et il fait partie de ceux qui feront disparaître l'Académie royale de peinture et de sculpture. Là, spécifiquement, le tableau, c'est assez étonnant, l'histoire de David est liée à des mouvements politiques à l'époque, et donc bien évidemment, c'est intéressant qu'en 1781, plusieurs années avant le début de la période révolutionnaire, David, qui sera un futur révolutionnaire lui-même,
et peint la représentation d'un Bélisaire aveuglé demandant l'aumône. Bélisaire est un général byzantin qui, victorieux et adulé, fait de l'ombre au pouvoir de l'empereur et est donc mutilé par... voilà, on lui crève les yeux pour qu'il cesse de faire de l'ombre au pouvoir. Et donc il est reconnu par un de ses soldats, c'est le personnage qui est à gauche de la composition, et qui a les bras levés de surprise de retrouver son général ainsi devenu mendiant. Le tableau est donc important, il a pris une importance politique parce que voilà, un général aveuglé par le roi, voilà, au début des années 1780, ça a semblé être un présage à l'histoire, même si en l'occurrence ce n'est pas du tout le cas. Mais le tableau est surtout très très important dans l'histoire de la peinture parce qu'il est un véritable manifeste de la naissance du néoclassicisme, même si David n'est pas celui qui a créé le néoclassicisme, bien évidemment. Mais quand même, à l'intérieur de ce tableau, on trouve tout ce qui sera par la suite le modèle de la peinture néoclassique. Vous faites attention à la figure de cette femme au centre de la composition qui ressemble à une sculpture classique, le travail du tableau quasiment comme un relief à l'antique et l'architecture qui fait référence à Rome. Tout ça est une annonce du néoclassicisme qui est particulièrement important pour l'histoire de la peinture. En contraste, on peut difficilement imaginer un contraste plus marqué, même si bien évidemment ils appartiennent à ces deux mouvements qui se suivent l'un l'autre. La Médée d'Eugène Delacroix, qui est une œuvre étonnante de Delacroix, elle, pour le coup, est un manifeste du goût romantique, avec cette figure de la première épouse de Jason qui se venge contre son mari, d'abord en tuant sa seconde épouse, en lui offrant un manteau qui s'enflamme quand cette femme met le tissu sur ses épaules, et surtout elle se venge de son mari en égorgeant ses deux fils. C'est très précisément ce qui est représenté là, donc bien évidemment c'est une figure du drame antique, de la mère monstrueuse qui tue ses propres enfants par vengeance. Donc vous le voyez, elle est une figure très dramatisée, très théâtrale, avec ce grand nu théâtral. Elle s'éloigne du monde et des soldats de Jason qui viennent essayer de reprendre les enfants. Donc elle s'éloigne du monde. Vous voyez, on voit l'entrée de la grotte à gauche et la source de la lumière à l'intérieur de la composition, mais déjà Médée est passée de l'autre côté et vous regardez et vous voyez sur son visage l'ombre qui est tombée sur les yeux avec le couteau au centre de la composition qui parle de ce futur drame. La tenue de Médée vous parle de ça, le bleu sombre, quasi noir, et bien évidemment le rouge du sang qui parle de ce qui va se passer, du drame qui va se passer et de la mort des deux enfants de Jason. Donc c'est une des grandes œuvres de Delacroix qui est présentée au musée de Lille. Ça c'est juste pour le plaisir. C'est un tableau que je trouve absolument génial de Goya qui est donc présenté au musée des Beaux-Arts. Alors je vous fais un petit peu de teasing parce que bien évidemment je vous montre les vieilles, mais les jeunes sont aussi au musée des Beaux-Arts. Juste pour la petite anecdote, en fait ce sont deux tableaux qui sont présentés en pendant alors qu'ils ne le sont pas. Les vieilles ont été peintes en premier par Goya et dans un format qui était légèrement plus petit que les jeunes. Si vous faites attention sur mon image, on le détecte. Si vous regardez à l'angle en haut à droite du tableau, on voit un changement de couleur qui correspond en fait au recadrage du tableau pour l'agrandir légèrement pour qu'il vienne s'appuyer sur le tableau des jeunes. Alors, les vieilles est absolument génial. Qui représente donc deux femmes à la fin de leur vie en opposition complète avec les jeunes femmes. Et le Quétal, comment vas-tu, s'écrit sur ce morceau de papier, un comment vas-tu qui doit pas être très très bon parce que vous le voyez, on a deux coquettes mais vieillissantes qui sont représentées et un Chronos, un dieu, voilà le dieu du temps au-dessus d'elle avec un ballet absolument génial, véritablement une composition pleine d'humour de Goya
Il représente donc les coquettes vieillissantes. Il n'est pas impossible que le personnage de droite ait été une représentation de la reine, une caricature de la reine. Les bijoux qu'elle porte sont également représentés dans un portrait qu'a fait Goya de la reine Marie. C'est une petite... voilà, exactement, c'est vrai. Il a été un petit peu dur avec le passage du temps, puisque la reine semble être complètement édentée. On ne parle même pas de sa servante qui est, voilà, avec les orbites très marquées. Voilà, c'est un regard très ironique de Goya sur le passage du temps. Et j'aime beaucoup, j'avoue, le Chronos avec son balai. On n'est pas là dans la représentation de la mort, mais plutôt voilà, d'une figure de voilà, le temps qui passe sous la forme d'un dieu armé d'un balai. Donc, les collections du musée sont extrêmement vastes, hein, bien évidemment. Oui, peut-être que je rirai moins. Donc, la représentation ici du Parlement de Londres est une des œuvres voilà, de ces voyages entrepris par Monet à Londres. Vous le savez peut-être, en fait, il a été à Londres pendant la période de la guerre franco-prussienne, la guerre de 1870. Il se réfugie à Londres et c'est à partir de ce moment-là véritablement qu'il a un lien fort avec la capitale anglaise. Il a été très marqué par la lumière et par les changements de lumière à Londres. C'est vrai, quand on a la description de ces tableaux, de cette série du Parlement de Londres, c'est moins le Parlement que les effets de brume et de lumière sur le fleuve qui sont représentés, avec, vous le voyez bien ici, une gamme de couleurs qui n'est pas du tout réaliste, c'est pas du tout le but. Le but, c'est véritablement de travailler ombre et lumière en utilisant les effets visuels de ces couleurs, ce contraste entre le bleu et un bleu vert et le jaune de la lumière. On sait que Monet a été passionné par ces effets de brume sur la Tamise et qu'il a entrepris toute une série de tableaux qui sont bien évidemment terminés en atelier, mais qui ont été pris sur le moment avec cette idée de capter cette lumière extrêmement changeante de la capitale anglaise. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir le musée des Beaux-Arts de Lille, le Palais des Beaux-Arts de Lille. On passe à un autre bâtiment qui est une vraie transformation. La piscine de Roubaix est un bâtiment qui a été construit pour le maire de Lille sur ordre du maire de Lille, Lebas. On est en fait sur une construction d'un maire socialiste dans une ville de manufacture et de textile à l'époque, donc une ville à la fois riche et avec un monde ouvrier. Et donc ce maire qui a une tendance voilà, liée au peuple, voulait construire dans sa ville un établissement avec véritablement les principes hygiénistes de cette période des années 20, de la fin des années 20 et des années 30, de construire un établissement à la fois pour le sport et pour l'hygiène. Donc la piscine a été construite par l'architecte Albert Barre entre 1927 et 1935. C'est une pure construction art déco. Vous le voyez là dans le hall. Donc le hall est au nord du complexe. La piscine est à l'est. Tout cet établissement a pu être découvert en 1935 et le bâtiment a fermé en 1985 parce qu'il n'était plus du tout adapté à son usage. Je vous en reparle dans quelques minutes. Voilà, je vous montre ce qu'était la piscine au moment de son ouverture, donc avec un immense bassin. En réalité, c'est un bassin quasiment de compétition. En fait, il fait 50 mètres de long. Donc on aurait pu faire des compétitions olympiques à l'intérieur de cette structure, et qui est bordée par toute une série de vestiaires. La grande voûte fait penser vraiment à un bâtiment à la romaine, de terme à la romaine, avec cette grande verrière au bout de l'immeuble. En fait, c'est justement ce grand plafond qui a posé problème. L'entretien
de la piscine nécessitait d'apporter du chlore dans l'eau. Et bien évidemment, les vapeurs de chlore ont commencé à dévorer le plafond du bâtiment. Donc, pour des questions de sécurité et de normes de sécurité, le bâtiment a dû être fermé en 1985. Le projet de rénovation de la piscine et de la transformation en musée est né en 1990. Alors, c'est particulièrement intéressant parce que la ville de Roubaix était déjà propriétaire d'une vaste collection qui est née de l'histoire du textile à Roubaix. Et donc, en fait, la piscine a été entièrement rénovée dans le projet Philippon. Il a fallu 3 ans pour rénover ce bâtiment entre 1998 et 2001. Et donc, vous voyez, le bassin existe toujours. Maintenant, il a été en partie fermé, et donc il n'y a plus que quelques centimètres d'eau, mais qui permettent de déployer littéralement la collection de sculptures autour du bassin, avec un magnifique effet des verrières qui représentent le lever et le coucher du soleil de part et d'autre du bassin. Donc le musée reçoit une partie des collections de l'école d'industrie textile, collection qui a été fondée à partir de 1830, plus les fonds qui avaient été donnés à la ville de Roubaix et des dépôts des musées de Lille et du musée d'Orsay pour les collections de sculptures et de peintures du 19e, fin du 19e et du 20e. L'ensemble du bâtiment a été restauré pour pouvoir recevoir ces collections. Le succès de cette transformation, de cette métamorphose d'une piscine en musée a nécessité la création d'une extension. Entre 2015 et 2017, le même architecte qui s'était occupé de la rénovation du bâtiment, Philippon, a créé une annexe, un autre bâtiment de 400 mètres carrés pour ajouter de l'espace à ce musée. Alors, je vous montre ça, c'est juste pour le plaisir. Je reviens un petit instant en arrière. Vous voyez au premier plan les cheveux du Neptune qui étaient appelés par les nageurs de Roubaix le lion. Vous voyez ça avec sa barbe et sa crinière. C'était un Neptune très léonin qui crachait l'eau à l'intérieur du bassin. Bien évidemment, ce déversoir est encore en place. Alors, et on rentre dans un troisième musée, le musée du Louvre de Lens, qui a été établi, qui a été construit sur l'emplacement de la fosse numéro 9 des mines de Lens. Le musée a été construit dans un immense parc de 20 hectares qui correspond donc à la zone d'exploitation de cette carrière. La carrière, donc, cette mine de charbon a été exploitée entre 1886 et 1980, elle a fermé en 1980, et le projet est né de réutiliser cet emplacement pour accueillir une partie des collections du musée du Louvre. On est dans une politique de décentralisation des collections du grand musée. Ça rappelle ce qui s'est passé pour Lille à la période révolutionnaire. Le concours a été lancé en 2005. On a eu plus d'une centaine de projets pour l'aménagement de ce bâtiment. Et donc en 2007, c'est le groupe d'architectes Sana qui a gagné ce concours, donc un groupe d'architectes internationaux qui est à la fois aux États-Unis et au Japon. Ce sont deux architectes japonais qui ont gagné qui ont mené ce projet. Setima et Nishizama, qui ont réalisé ce bâtiment. Alors, très très simple, vraiment une forme très très épurée, absolument superbe, un travail du verre de transparence sur un immeuble étiré en longueur, réalisé en verre et en aluminium, avec un effet absolument magnifique intérieur-extérieur de transparence. Je vous montre, j'aime beaucoup cette photo qui montre voilà, le travail de l'aluminium brossé pour fermer une partie des zones d'exposition, alors qu'à l'inverse, l'intérieur du bâtiment, vous êtes dans le hall principal de l'immeuble, où sont réunies les zones d'accueil, d'information et de distribution à l'intérieur de l'immeuble. L'ensemble de l'immeuble couvre 28 000 mètres carrés. On a
voilà, pour le hall, à peu près 3000 mètres, et pour la galerie du temps, à peu près 3000 mètres également. Sous le bâtiment ont été installées les zones de réserve et les ateliers de restauration. On a une grande vitre et vous pouvez voir ces réserves et les ateliers en cours d'activité quand vous venez visiter ce musée. L'immeuble a été volontairement construit toute dans une ligne très longue et avec un plafond relativement bas, à 6 mètres de hauteur, voilà, pour conserver un espace suffisamment fermé, pas gigantesque, qui ferait perdre l'échelle des œuvres. Voilà, ça c'est la librairie du musée. Vous voyez, avec un travail très sobre de l'architecture et ces grands plafonds très simples pour, voilà, éviter de nuire aux œuvres. Donc voilà ce qu'est le principe de ce Louvre-Lens. On a plusieurs zones d'exposition. Ça, c'est la galerie du temps. Au bout de la galerie, on a le pavillon de verre où sont organisées des expositions temporaires de petits formats, où on présente, là en ce moment, par exemple, le design. Donc voilà, le design autour des œuvres du musée du Louvre. À l'opposé, de l'autre côté du hall, se trouve la galerie d'exposition qui, à elle seule, couvre 1800 mètres carrés. Donc, c'est un très grand espace dans lequel le musée du Louvre peut organiser des expositions. Au printemps, sera organisée une exposition autour de la table et du pouvoir. Donc, présentation des prestiges et de la fonction de la table royale dans l'histoire. Et puis donc je vous le montre, une photo de la galerie du temps. Le musée du Louvre à Paris n'est pas du tout adapté à l'idée d'une présentation chronologique des œuvres, un rapprochement chronologique des œuvres. Donc on en a profité au Louvre-Lens pour créer un espace dans lequel on juxtapose les œuvres par rapport au temps. Donc en fait, l'échelle à l'intérieur de la galerie, c'est le temps qui a permis de rapprocher les différentes civilisations à un même moment. Donc vous voyez là le discophore au premier plan et l'hermaphrodite à droite. Donc en fait, en ce moment, le musée réunit toute une série d'œuvres. Je vous en cite quelques-unes. Les singes de l'obélisque à Paris, place de la Concorde, sont présentés. Le discophore que vous avez devant vous, l'Ixion de Rubens est présenté à Louvre-Lens en ce moment, avec la Suzanne au bain du Tintoret, et tout au bout de la galerie, le portrait de Cherubini par Ingres. Donc l'idée, oui, c'est ça, c'est une architecture minimaliste. On peut ne pas aimer, hein, je ne vous force à rien, mais l'idée c'était d'avoir une architecture qui servirait de cadre et qui aurait une présence minime pour ne pas nuire aux œuvres. Et en même temps, c'est un immense espace qui permet de faire des rapprochements dans le temps qui est ce sont des rapprochements extrêmement intéressants entre, par exemple, notre Moyen-Âge et la même période dans le monde musulman. Et je trouve cette idée absolument passionnante. Je vous le prouve d'ailleurs. Voilà, ça c'est le mur de la galerie du temps avec véritablement le calendrier, l'avancée du temps sur le mur qui permet une approche, un rapprochement entre les œuvres totalement impossible à l'intérieur du musée du Louvre. Alors, malheureusement, il va falloir que je m'arrête, mais bien évidemment, je ne vous ai présenté que quelques-uns de ces musées du Nord. Il me reste à dire que, en complément à ces musées, on a le LAM à Villeneuve-d'Ascq qui présente art moderne, art contemporain et art brut. Le musée des Beaux-Arts de Valenciennes, bien évidemment, avec le fond Carpeaux, entre autres, qui est absolument superbe. Le musée a été rénové entre 2014 et 2015, donc il a été complètement réaménagé. Et puis le musée des Beaux-Arts d'Arras et le musée Matisse de Cateau-Cambrésis. Voilà, plein de musées à découvrir et à redécouvrir dans le Nord. Voilà, j'espère que ça vous a ouvert
à de nouvelles, à de nouvelles découvertes à l'intérieur de ces collections des musées du Nord. On organise plusieurs voyages, Intermed organise plusieurs voyages voilà, en 2021. Notre Noël à Lille, moi je vous ai présenté le Palais des Beaux-Arts, mais bien évidemment il y a largement plus. La ville de Lille est absolument passionnante, avec un patrimoine architectural fabuleux de la Renaissance, et bien évidemment la citadelle de Vauban. Et donc, on retourne à Lille au printemps 2021, en particulier pour les musées du Nord-Pas-de-Calais. Vous aurez l'occasion à cette occasion d'aller découvrir l'exposition sur la table au musée au Louvre-Lens. Donc, je vais m'arrêter, mais voilà, à venir vendredi, les châteaux de vin dans le Bordelais, qui sera présenté par Monsieur Faucheur, et Madame Desfontaines présentera le Portugal lundi prochain, et les jardins de Versailles mardi. Voilà, je vous souhaite un très bon après-midi et à très bientôt. Au revoir.